Bonsoir. Des réorganisations, des réaménagements, des sortants et des nouveaux arrivants de part et d'autre. Eh bien, pouvons-nous d'ores et déjà affirmer que les partis politiques ivoiriens sont en pleine mutation? C'est le thème de notre petit débat tout à l'heure. Et le docteur Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, sera en notre compagnie tout à l'heure. Avec lui, il sera question de la vie de son parti, de l'actualité sociopolitique, analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bien bonsoir à vous. Il y a comme un vent de fraîcheur qui souffle sur ce plateau et bien tous les soirs. Nous sommes très très heureux d'être en votre compagnie, de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes de télévision pour regarder le Live Talk. Ça nous fait plaisir. Monsieur Élisée Bologbeu est en notre compagnie ce soir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Et vous? Merci, ça va très très bien, merci. Madame Bleu, bonsoir. Bonsoir Brice. Et André nous rejoint ce soir. André Bois, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous chez vous. Très bien. En tout cas, la team est réunie pour notre live talk de ce mercredi 22 septembre, en vous souhaitant beaucoup de santé. C'est important en ce moment de souhaiter la santé aux uns et aux autres. Nous allons tout de suite nous lancer dans notre petit débat. Nous voici donc de plein pied dans notre petit débat. Beaucoup de mouvements et de changements ces jours-ci au sein de nos partis politiques. Cela augure-t-il d'une mutation de ces organisations? On en parle. Êtes-vous d'accord lorsqu'on parle de grands changements? Peut-être petite stratégie pour faire parler des partis? Comment vous appréciez? Pas forcément en termes de grands changements ou de mutations, parce que de toute façon, les transhumances politiques, on les connaît depuis de nombreuses années. On va dire c'est monnaie courante. Je vous donne un peu les faits, Madame Bleu. Oui. Nomination et réaménagement au secrétariat exécutif du FPI. On parle également de réorganisation potentielle ou en tout cas en vue au niveau du RHDP. Côté UDS, eh bien, dans son édition du mercredi 22 septembre, le quotidien L'Inter annonce donc des démissions en cascade au niveau de l'Union des Soroïstes et puis même au niveau du COJEP de Blé-Goudé. Démission le mardi 21 septembre 2021 de Patrice Coutet, un cadre du COJEP et ancien directeur de cabinet de monsieur Charles. C'est ce que je disais, ce ne sont pas des faits nouveaux. Les directoires sont généralement reconstitués, réaménagés, il y a des transhumances, il y a des passages, des transferts et tout. Ça, on est habitué. Mais peut-être que pour la période, et vu ce qu'on a connu l'année dernière, et par rapport à l'élection présidentielle, par rapport également à ce vent de réconciliation donc, qui souffle en ce moment sur notre pays, et cette volonté en tout cas d'aller à l'apaisement pour les différents partis politiques, comme on le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. On essaie de pouvoir trouver les bonnes personnes et la bonne organisation en interne pour pouvoir se préparer pour les prochaines échéances électorales. André Élisée, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mercato avant le mercato? Oui, mais enfin, je pense que ce sont des réaménagements, vous avez lâché le mot. C'est pas de vraies mutations, je pense pas. Enfin, moi, j'aurais vu mutation comme de vrais changements au niveau de leur ligne politique ou de leur façon d'engager des axes importants de la politique de l'État, économie, la sécurité, le social, etc. Bon, là, ce sont des réaménagements et je pense que ces réaménagements n'ont pas la même saveur d'un parti à un autre. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a une recomposition qui arrive avec le nouveau parti de Laurent Gbagbo. Donc, dans la grande famille de gauche, évidemment, il peut y avoir les uns et les autres qui commencent à se positionner. Est-ce que je reste avec l'ancien avec qui j'étais? C'est le cas des deux personnes là au niveau du COJEP. Est-ce que je rejoins le grand courant qui est en train de construire Laurent Gbagbo? Donc là, il y a vraiment une vraie question à se poser. Et puis le deuxième enseignement, c'est au niveau du FPI version AFI. Parce que du coup, eux, ils sont vraiment concernés par la question de la création de ce nouveau parti. Et donc, ils essaient de revoir les cadres qui restent toujours avec eux. Donc, je pense que pour eux, il y a vraiment un vrai enjeu de voir si les cadres qui sont notamment dans les régions à l'intérieur du pays restent toujours dans le FPI qu'on peut appeler originel. C'est symptomatique de la vie politique en Côte d'Ivoire?
Bon, moi, je pourrais aborder un peu dans le sens de André pour ne pas parler de mutation, mais plutôt bon, pas de mutation, mais un peu de changement, quelques changements en interne. Parce que quand on regarde un peu, il faut surtout voir les motifs pour lesquels il y a ces réaménagements dans les différents partis. Les motifs ne sont pas les mêmes. D'un parti à un autre, on se rend compte que ce n'est pas les mêmes motifs. De façon générale, on se rend compte que c'est plutôt dans les soucis d'organisation qu'on voit ces différents changements au sein des différents partis. Il y en a qui partent quand même, quand vous dites... Oui, mais comme je le dis, quand quelqu'un part, il faut bien qu'on réaménage l'organisation. Donc, c'est surtout fondamentalement pour ce qui concerne l'organisation. On réaménage même quand les gens sont à l'Élysée. Oui, souvent on réaménage, mais comme je le dis, c'est-à-dire quand tu suis d'un parti à un autre, tu te rends compte que les motifs ne sont pas les mêmes pour lesquels on fait des réaménagements. Mais moi, au-delà de tout ça, ce que je note, pour moi, je peux le mettre sur le compte d'un regain de vitalité démocratique. Moi, je le pense. Parce qu'aujourd'hui, ça permet aux uns aux autres, ou du moins, ça montre que les uns et les autres veulent s'affranchir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce système où avant, il y avait un leader et tout le monde était obligé de suivre. On ne pouvait pas prendre son indépendance aussi facilement. On était à douter et tout ça. Je me dis quand même qu'il y a un regain de vitalité à mon niveau. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que la transhumance politique dans notre pays, ça date de beaucoup longtemps. Hein. On a vu... même si ce n'était pas de la transhumance, Awa Domelo il s'est fâché avec Laurent Gbagbo, il a créé son parti. Zemogo Fofana est parti du RDR, le RDR, ils sont partis du PDCI. Enfin, c'est quelque chose qui existe dans notre histoire politique. Mais là, je pense que, comme peut-être le sens vraiment de la question de Brice, c'est de savoir est-ce que ces aménagements ont une plus grande valeur. Ça existe, c'est sûr, mais je pense que c'est vraiment des aménagements, et là, pour le coup, on se rejoint, qui sont là pour essayer de combattre quelques brèches. Mais pour un parti comme le COJEP, on parlera avec le secrétaire général, c'était quand même important pour eux parce que, je ne vais pas dire que c'était des têtes pensantes, mais il y a 2 personnes qui occupaient des postes assez importants. Et donc là, pour eux, il y avait un vrai besoin de réaménagement. Donc le président de leur parti, Blé Goudé, a fait un réaménagement de son cabinet, etc. Là, est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment quelque chose d'impactant véritablement? Mais en tout cas, il avait besoin de revoir les soldats autour de lui. Mais moi, je veux rebondir en fait par rapport à ce que André a dit. Et si, il a cité effectivement le cas de Zemogo, le cas de Awa Domelo. Mais aujourd'hui, quand on fait l'état des lieux, ils sont où? C'est vrai qu'ils ont tenté l'aventure de Paris, mais ils sont revenus à la maison. Et même, ils ont occupé des derniers rôles. C'est-à-dire que pas forcément... Bon, les premiers rôles pour certains aussi des rôles moins importants. Mais tout a dit qu'ils sont revenus à la maison. Donc, pour moi, ça n'a pas été un bouleversement majeur. Là, ce que je veux dire, en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une forme de... Je ne dirais pas d'indépendance, mais de volonté d'expression, en fait, au sein des partis. Les gens ne sont plus dans cette dynamique-là où, quand le leader a dit, tout le monde se met comme vraiment en rang derrière le leader. Et puis on avance. Pour citer l'exemple de M. Jean-Louis Billon qui annonce déjà une candidature à la présidentielle 2000. Mais Brice, tu conviens avec moi qu'il y a quelques années en arrière, c'était inimaginable dans les pensées. C'est inimaginable que du vivant de Bédier, du président Bédier, quelqu'un puisse dire que je veux être candidat au PDCI. Mais on a vu KKB également. Mais après, on a vu ce qui s'est passé avec KKB. Mais quand il a dit, on a vu la suite. KKB la question, c'est pas la suite, considéré comme un pestiféré. Jusqu'aujourd'hui, même encore, la réintégration. Comment de voir pour l'instant avec Jean-Louis Billon? Non, Élisée, la question, ce n'est pas ce qui s'est passé après. La question, c'est est-ce que ce sont des cas exceptionnels ou isolés? Non, je ne parle pas de... Je ne pas dire que c'est exceptionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des cas qui sont répétitifs. C'est-à-dire aujourd'hui, on sent qu'en termes de tendance, c'est beaucoup plus prononcé aujourd'hui. Non, mais moi, je ne vois pas aussi, je vois pas très bien le lien. Les gens ne voient pas la ressemblance forcément entre les démarches de Jean-Louis Billon et de les réaménagements. Oui, les réaménagements. Si on veut se concentrer sur la mutation, la fameuse mutation, moi je ne la sens pas vraiment en ce moment parce qu'on aurait parlé peut-être de nouveaux partis politiques qui peuvent challenger ceux qui sont déjà présents. On aurait peut-être parlé de mutation, de transformation. Certainement que le parti politique que veut créer M. Laurent Gbagbo viendra challenger ça sort d'un ancien parti politique qu'on connaît, donc ce n'est pas vraiment un grand changement pour moi. Je parle de nouvelles forces politiques. On a la gauche, on a la droite, peut-être l'extrême gauche, l'extrême droite, le centre et tout ça. Voilà, avec des idéologies qui se démarquent en plus. Mais moi, je pense que le challenge ici, c'est surtout la survie et peut-être la disparition de certains partis politiques qui étaient là à la sortie de la crise post-électorale, donc 2010, qui ont fait le jeu des alliances également avec le RHDP. Certains de ces partis qu'on n'entend plus vraiment
depuis un certain moment. Et pourquoi ce réaménagement qui nous fait avoir ce débat? Parce que depuis 10 ans, on sait que le FPI s'était un peu sclérosé, on va dire, parce que son leader était à la haie. Et il y avait une sorte de présence beaucoup plus importante du RHDP sur la scène politique. Donc aujourd'hui, ce que je disais, à la faveur de la réconciliation, à la faveur de ce vent... Parce que c'est la prochaine question. Voilà, vous dites qu'aujourd'hui, le mot m'intéresse parce que pour moi, le timing, on parle un tout petit peu de timing. Pourquoi maintenant? Oui, mais parlons de maintenant. Déjà, il y a une première réalité. Parlons du RHDP. Il y a une première réalité, c'est que le RHDP qui a une machine politique, cette machine politique est portée par un directeur exécutif en la personne d'Adama Bictogo. Et derrière, il y a le Premier ministre. Le Premier ministre est censé quand même être le patron de la majorité, en principe. Sauf que de l'autre côté, on a un président du directoire, enfin le directeur exécutif, qui est quand même très fort. Et donc ça peut créer des frictions. Donc la presse s'est fait écho du fait que Bictogo recevait des ministres, sans doute à l'insu du Premier ministre, etc. Donc forcément, une chose comme ça doit amener le parti à choisir clairement qui est le chef de file derrière Alassane Ouattara. Pour là-bas, on comprend bien l'enjeu. C'est d'avoir un vrai capitaine et on est clair là-dessus. Pour le FPI d'Afin Guessan, on l'a dit, Afin Guessan a besoin de savoir qui est avec lui et qui va dans le parti de Laurent Gbagbo, autant que le COJEP. Parce que là, aujourd'hui, il est clair que eux, leur courant étaient tous en soutien à Gbagbo. Oui. Et aujourd'hui, au regard de ce qui est en train de se passer, il est bon qu'ils voient évidemment ceux qui s'engagent véritablement pour eux et ceux qui ne sont pas avec eux. Et donc, d'où ce léger réaménagement, je pense. Oui, mais moi je pense que, comme on le disait, d'un parti à un autre, effectivement, les objectifs ne sont pas les mêmes. Comme pour renchérir ce que a dit André, concernant le RHDP, je pense que c'est plus pour une raison stratégique. Parce que comme il a dit, pour ne pas qu'on se retrouve finalement dans une sorte de bicéphalisme, c'est-à-dire il y a le chef du gouvernement qui lui aussi a un certain pouvoir dans le parti, mais en dehors du chef du gouvernement, il y a celui-là qui dirige au quotidien le parti, qui lui a une certaine aura et qui a une certaine force, une certaine puissance aussi qui est avérée. On va parler de tricéphalisme, parce qu'il y a Alassane Ouattara. Voilà, on peut même parler de tricéphalisme. Donc ça répond plutôt à une stratégie d'organisation en vue, effectivement, comme ils le disent, comme on le sait tous, de maintenir le pouvoir, de maintenir la gestion du pouvoir. Pour ce qui est du FPI, je pense aussi que du FPI à Afin Guessan, ça s'inscrit aussi dans cette dynamique. Parce que quand on regarde un peu ce nouveau découpage qu'il a fait un découpage par rapport à des régions. Parce qu'effectivement, dans la perspective de la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo, il sait forcément qu'il y a des gens qu'il va perdre. Ça, c'est clair, qui vont partir. Or, ces gens-là étaient, si tu veux, en fait, ceux-là qui portaient le flambeau du FPI dans la région. Donc, il y a nécessité, dès cet instant-là, d'anticiper en mettant d'autres visages qui vont déjà commencer à porter le parti. Donc, tout s'inscrit dans une dynamique de stratégie. Mais quand tu regardes un peu à UDS, qui est un mouvement politique proche de Guillaume Soro, on voit plutôt que ces réaménagements font suite à une série de défections, en fait. C'est des personnes qui ont décidé, elles, de quitter le navire parce que, selon eux-mêmes leurs explications, la ligne qui était suivie maintenant par les responsables de ce mouvement politique-là ne répondait pas à la vision de départ. Donc, décident de partir. Comme je le dis, la nature ayant horreur du vide, oui. Si des gens partent, il est indispensable et il est important pour la suivi du mouvement qu'on puisse réaménager, qu'on puisse réorganiser. Donc, comme je l'ai dit, d'un parti à un autre, on se rend compte tout de suite que les raisons pour lesquelles on fait le réaménagement n'est pas forcément les mêmes. Mais sur ça, aussi, les partis sont différents, mais il y a aussi le PDCI qui avait déjà fait une série de réaménagements il n'y a pas longtemps, il faut se rappeler. Il y a eu donc aujourd'hui, on ne parle même plus comme ça de Guy Kaoué comme le grand patron, le secrétaire exécutif en chef, mais derrière il y a eu Alain Kouadio-Rémy à qui on a confié un rôle de coordination politique, etc. Donc je veux dire, ces réaménagements au cœur des partis politiques sont aussi le signe qu'à un certain moment, ces partis-là ont envie sans doute de se revitaliser, de faire remonter de nouvelles voix. Alain Kouadio-Rémy, ça il y a longtemps que Guy Kaoué est là. Du côté donc du FPI aussi, enfin tous ceux qui sont partis derrière. Et puis dans tout ça, il y a le mouvement Génération Capable avec Simone Gbagbo comme marraine. Oui, qui est juste un mouvement. Qui est juste un mouvement pour le moment, mais bon. Oui, il n'y a pas vraiment on va dire, de déclaration de création d'un. On saura tout ce week-end. On saura tout ce samedi 25 septembre, donc on verra bien. Maintenant, ce sera aussi l'occasion, même si je ne pense pas que Simone Gbagbo, en tout cas marraine de ce mouvement, franchira le pas pour faire une déclaration dans les prochaines semaines.
je pense certainement que le réaménagement en interne au niveau du FPI, donc je ne parle pas du FPI à FI, mais bon, de la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo, peut-être pourra certainement la concerner et qu'elle prendra cette fois-ci une prise de parole effective pour annoncer peut-être son intégration, même s'il y a eu des compréhensions au début par rapport à... Non, sur Simone Gbagbo, moi j'ai un avis qui est complètement différent. Je ne dis pas que ce mouvement-là, Génération Capable, sera celui-là, mais ce que moi je dis et je pense, c'est que Simone Gbagbo ne peut pas rester en marge de ce qui est en train de se passer évidemment. Dans son camp politique. Afin Guessan tient bien sa machine, on voit, il a renouvelé les instances des jeunes, il vient de faire encore des nominations au niveau donc, des représentants des différentes régions, ça travaille pour le nouveau congrès, en tout cas le futur congrès du nouveau parti. Donc je pense que Simone Gbagbo a besoin, en tous les cas, d'installer quelque chose. Est-ce que c'est sous forme d'un mouvement comme celui-là qui va devenir parti politique? Je n'ai pas la réponse, mais je pense que cet acte n'est pas fortuit. C'est un acte qui s'inscrit vraiment dans un plan, dans un agenda qu'elle est la seule à contrôler. Très bien, madame et messieurs, merci pour vos différentes contributions, pour notre petit débat de ce soir, en tout cas qui concernait ces mutations ou réaménagements, en tout cas des mouvements au niveau des partis politiques en Côte d'Ivoire. En tout cas, on va observer cela de très très près. Et on verra bien si la jeunesse, les jeunesses de ces partis seront mises en avant dans ces réaménagements, dans ces mutations. C'est un souhait? C'est un souhait, on parle de nouvelle génération. Très bien. On va laisser derrière nous le petit débat et on découvre ensemble notre lu, vu, entendu de ce soir, après un jingle. Notre lu, vu, entendu ce soir se fait l'écho de la une du journal L'Intelligent d'Abidjan dans sa livraison du mercredi 22 septembre 2021, donc aujourd'hui. Ce sont les propos de M. Adama Bitogo, il est directeur exécutif du RHDP, un parti au pouvoir, je le signe. Il disait « Quelles que soient nos fonctions, il n'y a pas d'ambition d'aucun d'entre nous sans la volonté d'Alassane Ouattara. » C'est le directeur exécutif, donc il se fait l'écho et le porte-parole de son parti. Et la vision de ce parti, c'est de rappeler et de continuer à rappeler que les idées, l'idéologie et les décisions se font uniquement sur l'approbation de leur leader, tout simplement. Oui, Edith l'a dit, tout simplement. Enfin, de toute façon, comme la règle d'un parti, c'est qu'on se mette derrière celui qui est censé être notre leader. Donc, c'est pas très original comme propos. C'est un chef de parti, donc, en seconde, parce qu'il est le directeur exécutif, mais qui a besoin qu'on rappelle constamment que la ligne du parti est fixée par un président, par la personne Alassane Ouattara. Qui peut se permettre des recadrages de temps en temps? Oui, bien sûr. Oui, mais c'est la stricte réalité d'un parti politique. Et je pense qu'à travers ces propos aussi, je pense qu'il veut certainement de rappeler qu'il n'y a pas d'individualité possible au sein de ce parti. C'est on peut le dire, peut-être pensée unique, pourquoi pas? Non, mais moi, je ne pense pas. D'abord, il y a le premier acte. Je tiens que vous avez souligné avec des pincettes. Oui, bien sûr, j'aime bien les pincettes et les guillemets. Il y a le premier acte qu'elle-même a souligné sur le fait que c'est un parti politique qui a besoin d'un discours d'unité autour d'un chef. Et ça, je pense que c'est le fondement aussi des partis. Mais ce qui se cache derrière aussi, c'est que quand on regarde chez le voisin PDCI, il commence à y avoir des velléités, Billon, etc. Donc, c'est faire en sorte que personne, pour l'heure, ne se réclame d'être successeur ou d'un futur candidat. Donc ça, c'est l'autre enseignement qu'on peut tirer. Oui. Que personne ne le fasse, je ne sais pas. Mais en tout cas, personne ne le ferait sans l'onction du président Alassane Ouattara. Lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'aujourd'hui, ne le faisons pas. Soyons tous derrière Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui va nous guider. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Mais si on le fait, c'est qu'on le fait avec sa bénédiction. Et en même temps, c'est une façon aussi d'avertir ceux qui souhaiteraient le faire. En fait, peut-être une manière de rappeler, comme tu l'as dit, que chez nous, on est unis, on parle d'une seule voix. Et voilà. Un tout petit peu. Moi, je vois en tout cas dans ces propos-là, peut-être plutôt, c'est mon point de vue, un appel à la discipline en fait. Parce qu'il faut reconnaître que on peut facilement se faire piquer par le virus qui passe chez le voisin. Parce que quand on voit un peu les propos qu'a tenus M. Billon lors d'une de ses sorties, en engageant déjà sa volonté d'être candidat à la prochaine élection, et il dit que c'est pour ouvrir le débat, on peut se dire qu'il peut avoir certaines velléités. Donc en tenant de tels propos, c'est dans un premier temps pour remettre la discipline à l'ordre, pour dire aux uns aux autres qu'on est dans un parti structuré, où on ne peut prendre la parole, pas qu'on ne peut prendre la parole, mais où on ne peut décider d'engager un certain nombre d'ambitions sans pour autant avoir eu l'aval du leader premier. Et aussi, par rapport à ceux qui déjà avaient commencé
à opposer les éventuels successeurs qu'eux voyaient dans leur pensée, leur dit que, quel que soit ce que vous pensez, sachez que votre pensée ne sera pas la valeur absolue. C'est-à-dire que ce qui sera retenu, c'est ce que le leader aura décidé. Donc je pense que c'est un peu un rappel à l'ordre. Vraiment, ça s'inscrit dans une dynamique, pour moi, disciplinaire. Et je pense que avec son propos, peut-être il faut se dire également que c'est un rappel, peut-être on peut le dire, hein, un recadrage, ce qui n'exclut pas le fait, comme tu l'as dit, certainement qu'il y a des volontés ou de la velléité qui se fait en bas, peut-être des personnes qui veulent s'exprimer ou qui veulent affirmer leur individualité au sein de ce parti et pourquoi pas se positionner pour 2025. Oui, mais quand Edith parle des personnes, ça peut être lui-même, Adama Bitogo, il a besoin de le rappeler pour dire que... De se le rappeler? Oui, non, il a besoin de le rappeler parce qu'il pourrait y avoir des gens qui lui prêtent une ambition. Donc il dit, bon écoutez, même moi, je suis soumis à cette même discipline qui est de faire les choses en fonction de ce que dira le leader du parti. Donc je pense que c'est aussi, il se le rappelle, je prends la formule de Brice aussi, il se le rappelle à lui-même et puis aux autres qui pourraient le soupçonner de vouloir lui-même être en train de positionner ses pions, puisqu'on le rappelle, on nous dit qu'il y a une petite crise de leadership entre le chef du parti et le chef du gouvernement. Et ceci s'explique très bien quand tu lis le titre, c'est-à-dire quand tu essaies d'analyser le titre, quelles que soient nos fonctions, que ce soit des fonctions politiques, que ce soit des fonctions gouvernementales, quelles que soient nos fonctions, il n'y a pas d'ambition. Éventuellement, si le président Ouattara décidait d'aller dans sa dynamique d'avant la présidentielle 2020, soit de céder la place à une nouvelle génération, 2025, pardon. Il y avait déjà quelques velléités. Donc, on dit tout de suite, quelles que soient nos fonctions, même si je suis le directeur exécutif du RHDP, je ne peux prétendre à la succession du président Ouattara sans son avis. Voilà. Quelle que soit la fonction du Premier ministre Patrick Achi, il ne peut prétendre au poste de président de la République sans l'aval du président Ouattara. Donc on met tout le monde sur le même pied pour dire, quelles que soient les fonctions qu'on occupe, devant le président Ouattara, tout le monde est sur le même pied d'égalité. 4 ans nous séparent de cette prise de parole jusqu'à 2025. C'est ça. En tout cas, retenons, après toutes ces interprétations, toutes ces supputations, retenons c'est le cas de le dire, vraiment des supputations. Juste ce qui est dit, c'est que quelles que soient nos fonctions, il n'y a pas d'ambition d'aucun d'entre nous sans la volonté d'Alassane Ouattara. Le moment est venu pour nous de marquer une pause. On se retrouve juste derrière pour recevoir l'invité du talk. À tout de suite. Nous sommes de retour après une pause. Merci de rester en notre compagnie. Accueillons à présent notre invité. Docteur Patrice Saraka est en notre compagnie. Il est le secrétaire général et porte-parole reconnu du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Il y en a eu beaucoup de porte-parole, mais on va s'en tenir à ce que nous avons reçu. Vous êtes le porte-parole du COGEP. C'est bien J'ai dit ça. reconnu. Voilà. C'est bien ça. Vous avez bien compris. Première question, comment se porte le COGEP aujourd'hui, docteur Saraka? Le COGEP se porte bien. Comme tout parti politique, le COGEP s'organise et se prépare actuellement à accueillir son leader, qui, comme vous le savez, est absent du pays depuis plusieurs années. Donc on s'organise à le recevoir. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pendant ces 10 années d'absence de votre leader pour pouvoir vous maintenir et pour pouvoir continuer à exister, malgré tout? Comment vous êtes organisé? C'est notre détermination, c'est notre volonté de bâtir un grand parti. Il y a eu beaucoup de difficultés. Après... Il y a eu des défections? Oui, comme dans tout parti politique, hein, c'est la vie de tout parti politique. Il y a une réorganisation également. Des mutations? Bon, on ne parlera pas de mutation, mais le COGEP s'organise et se prépare à accueillir son leader. Et comme tout parti politique, il peut y avoir des mouvements. Et à l'heure où je vous parle, en tant que secrétaire général, chaque jour qui passe, on reçoit des appels d'adhésion.
Voilà, donc c'est dans les deux sens. Alors, justement, on va un tout petit peu, avec votre permission, Élisée Bologbeu, on va tout de suite parler, parce que tout à l'heure, j'insistais sur le mot reconnu, parce qu'à un moment, il y a eu plusieurs voix qui parlaient au nom de Charles Blé Goudé, au point qu'il soit obligé de produire un communiqué pour dire qu'à partir de maintenant, il y a des personnes qui sont reconnues pour pouvoir parler en son nom. Qu'est-ce qu'on a fait des autres personnes? Elles sont restées dans l'organisation ou elles sont parties? Elle parlait défection tout à l'heure, Madame Bleu. Il n'y a jamais eu plusieurs voix qui parlaient au nom du COJEP. Le président du parti avait un porte-parole en tant que président du parti et le parti lui-même avait un porte-parole. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le porte-parole du président Charles Blé Goudé s'appelle Solange Tagro. Et le porte-parole du parti est le secrétaire général que je suis. Ok. Donc il y a eu cette réorganisation du parti. Mais je voudrais revenir quand même sur notre première question qui concerne la vie de votre parti. Pour l'heure, il me semble qu'elle soit vraiment orientée autour du retour de votre président. Est-ce que ça, ce n'est pas un handicap? Parce que vous avez le temps de préparer quand même un projet, parce que moi, je suis convaincu qu'il reviendra. Mais si vous, dans votre agenda, tout est serré sur Blé Goudé, à quel moment vous préparez un vrai projet pour la société ivoirienne? Non, vous savez, le COJEP a des priorités. Et au nombre de ces priorités, évidemment, il y a la question du retour de son leader. Ouais. Ce n'est pas la seule priorité, mais c'est l'une des priorités. Et ce n'est pas une question secondaire, encore moins tertiaire. Et tous les leaders politiques sont en Côte d'Ivoire, sauf Charles Blé Goudé. Je vous prends au mot. Pourquoi? Pourquoi Pourquoi? Il faut qu'on se regarde dans les yeux et se dise la vérité. Oui, mais... Pourquoi Blé Goudé n'était-il pas dans les bagages, permettez-moi, c'est une image, dans les bagages de Laurent Gbagbo? On se souvient bien de cette fameuse déclaration. Dès qu'il arrive, j'ai mes bagages qui le suivent. Et ça n'a pas été le cas. Balichon. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais franchement, je vous l'ai dit, merci pour cette question. Mais vous et moi, vous et nous, en tant que responsables du COJEP, militants du COJEP, nous avons exactement la même préoccupation. Le président Laurent Gbagbo était à la CPI avec Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire, mais par la volonté du président Alassane Ouattara. Et au-delà du président Laurent Gbagbo, tous les exilés sont revenus par la volonté du président Alassane Ouattara. C'est la deuxième fois que vous dites ça. Juste, vraiment, je laisse la parole. C'est la deuxième fois que vous dites ça. Ça veut dire que dans l'ordre d'importance sur le sort de Blé Goudé, c'est Alassane Ouattara plutôt que Laurent Gbagbo? Oui, mais le président Laurent Gbagbo lui-même était aussi en attente. Donc ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui fait venir les gens en Côte d'Ivoire. Donc Charles Blé Goudé ne pouvait pas être dans les bagages du président Laurent Gbagbo, même si lui, il le voulait. Parce que c'est le président Alassane Ouattara et le pouvoir en place, c'est eux qui ont tout planifié, tout organisé pour que le président Laurent Gbagbo soit là. Alors notre regard est donc tourné vers le président de la République. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché du côté de Blé Goudé pour dire, bon, les deux avaient plus ou moins un destin commun. Vous avez dit tout à l'heure la volonté du chef de l'État. Laurent Gbagbo rentre. Et Charles Blé Goudé n'est toujours pas rentré. Vous vous posez la question, vous lui posez la question, des gens lui posent la question. Je vous le répète encore une fois, que nous tous, notre regard est tourné vers le président Alassane Ouattara. Parce que pour venir en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a besoin de ce passeport. À l'heure où je vous parle, il n'est pas encore en possession de ce document précieux de voyage. Donc je pense que les autorités ivoiriennes, le président Ouattara l'a affirmé, que Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo peuvent venir en Côte d'Ivoire lorsqu'ils le voudront. Mais le préalable, c'est qu'il ait son passeport. Mais on ne doute point que dans les jours à venir, il aura ce passeport. Donc notre regard est tourné vers le président Alassane Ouattara. Moi, je voudrais être direct avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui au COJEP, on n'a pas le sentiment d'avoir été un peu abandonné pour ce qui concerne le retour de Charles Blé Goudé? Parce que quand on voit un peu, le chef de l'État avait été clair, le chef de l'État Alassane Ouattara, que Blé Goudé et Laurent Gbagbo rentreraient en Côte d'Ivoire. Quand il le voudrait. Quand il le voudrait. Et vous avez si bien dit, effectivement, il y a eu des discussions qui ont prévalu avant que le président Laurent Gbagbo ne vienne en Côte d'Ivoire. Et là, il est là depuis le 17 juin. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre. On n'a aucune lisibilité sur le retour de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous ne pensez pas à un certain moment, vraiment honnêtement, que vous avez été abandonné à votre propre sort
alors que vous pensiez qu'il aurait été plus indiqué que votre sort soit scellé à celui de Laurent Gbagbo pour que vous soyez en Côte d'Ivoire. Abandonné pour par qui, jouer, Élisée? oui. Quand vous dites abandonné, Non, abandonné par... abandonné par le camp par Laurent Gbagbo et son staff, en fait, dans les négociations. Donc, Est-ce Non, parce que juste pour vous n'avez pas rajouter, été vous abandonné? dites que votre regard est tourné vers Laurent Gbagbo, et vers plutôt Alassane Ouattara, Ouattara. mais celui qui parle dans les oreilles d'Alassane Ouattara s'appelle Laurent Gbagbo. Ça, il faut le dire. C'est vous qui me l'apprenez. Ah ben écoutez, les discussions... C'est vous qui me l'apprenez. Bon, donc revenez Je à ne votre suis pas question, sûr s'il que vous ce plaît. soit lui qui parle toujours dans les oreilles du président Ouattara, parce On que peut je vous revenir le à la rappelle question, ok. que le président Laurent Gbagbo lui-même, son retour a été objet de supputations, de discussions, d'échanges, de rencontres avec les autorités. Et Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo n'ont pas formulé leur demande de passeport au même moment. Au même moment. Le président Charles Blé Goudé l'a fait avec un peu de retard. Mais ce n'est pas, je le reconnais, une raison de ce retard accusé aussi pour la délivrance de son document précieux. Donc nous nous posons tous la question, comme vous, mais encore une fois, notre regard est tourné vers le président Ouattara. Docteur Et Salaka, nous vous avons n'avez pas répondu à espoir. ma question. Vous n'avez pas Vous répondu n'avez à ma pas question. répondu à Ma sa question question, est oui. précise. Ma question est précise. Honnêtement, vous êtes devant la nation. Vous ne pensez pas, en tant que secrétaire national du COGEP, que vous aviez été abandonné par Laurent Gbagbo et son groupe dans la question des négociations pour le retour de Charles Blé Goudé en Côte Est-ce que vous d'Ivoire? avez des retours de négociations, Sur de l'abandon. médiation Sur l'abandon. du camp Laurent Gbagbo Sur la- pour D'accord. la délivrance Madame Bleu, on va permettre de déjà Charles qu'il Blé réponde, Goudé. que le Sur docteur l'abandon, réponde sinon on va à la pas question s'en sur sortir. l'abandon, Ouais. et après vous en parlez. Et vous Non, en parlez. l'abandon, médiation, Non, on ne peut pas le dire ainsi. On ne peut pas le dire ainsi. On peut pas le dire ainsi. Présenter les choses de cette manière n'est pas la meilleure approche. Très bien. Je vous le dis, nous savons que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui délivre les passeports en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui autorise les retours en Côte d'Ivoire. Lui-même, il a subi le même processus. Il ne saurait abandonner quelqu'un d'autre. mais on peut dire qu'il Aujourd'hui- s'inquiète du sort de son Oui, poulain, on va dire. J'imagine Voilà. qu'il est inquiet parce qu'il Il y a des tractations qui sont en cours, il y a des discussions, il y a des médiations de son côté, au niveau de son camp. Non, nous sommes un parti politique Oui. responsable. C'est à nous, COGEP. Vous vous détachez du parti de Laurent Gbagbo, Ce n'est évidemment. pas de cela qu'il s'agit. Oui. Il s'agit de mener des démarches par rapport à notre leader. Et il a mis en place un comité, un groupe de contact pour son retour. Et depuis longtemps, avant même le 31 mars dernier, avant son acquittement définitif. Donc nous y travaillons et on ne va pas, comment on appelle ça, demander à une autre entité de le faire à notre place. C'est notre responsabilité et non celle du Alors, président. dans- Laurent dans- Gbagbo. dans- Élisée intervention, Bouloubé, je je vois vous ai ça promis de vous donner la Oui. parole, Ok, Élisée, pardon. allez-y. Ok, d'accord. Toujours un peu dans la même veine, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez certifier et rassurer les Ivoiriens que les rapports entre M. Charles Blé Goudé, votre leader, et le président Laurent Gbagbo sont au beau fixe? Là, nous savons que le président Laurent Gbagbo séjourne en Europe depuis quelques jours. Est-ce que dans son agenda, il est prévu une rencontre avec Charles Blé Goudé? Je n'ai pas l'agenda du président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé ne m'a pas dit qu'il y a une demande dans ce sens. Donc, Les rapports sont-ils au beau fixe entre les deux? Est-ce que vous pouvez nous rassurer ce soir dessus? il n'y a pas de raison que les rapports ne soient pas au beau fixe. Charles Blé Goudé a passé plusieurs années en cellule, en détention avec le président Laurent Gbagbo. Moi-même, j'y étais, je les ai rencontrés. Le président Laurent Gbagbo et moi avions échangé sur les relations entre Charles Blé Goudé et lui. Je ne comprendrais pas que subitement, à leur sortie, les choses se dégradent. Mais Actuellement, donc, actuellement, tout va docteur bien. Salaka, moi, je vais Actuellement, poser tout va la question bien, oui. différemment, peut-être plus gentiment, je veux le dire. Aujourd'hui, quels sont les rapports entre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Parce que lui, il disait, ne sont-ils pas au beau fixe? Quels sont ces rapports? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils échangent? Est-ce qu'ils parlent de la politique nationale? Quels sont les rapports? C'est quoi l'état des rapports aujourd'hui? C'est des rapports normaux. C'est des rapports normaux de fils à papa, de référent politique qu'il est. Voilà. Mais Charles Blé Goudé n'est pas là et vous comprendrez qu'il n'est pas aisé pour lui d'échanger comme il veut avec le président Laurent Gbagbo. C'est l'une des difficultés. Le plus important pour nous, faire en sorte que Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo se retrouvent en Côte d'Ivoire comme tous les autres acteurs politiques, comme les exilés. Et vous verrez que ce soit avec le président Laurent Gbagbo, que ce soit avec le président Henri Konan Bédié, que ce soit avec le président Alassane Ouattara, Charles Blé Goudé est un leader
qui veut rassembler et qui veut discuter avec toutes les parties politiques. Toutes les parties. On aura Et donc, il n'y a l'occasion pas de raison de parler que de son- Charles Goudé trie Ces interlocuteurs, Oui, c'est oui. bien compris. Madame Le- On parlait de défection au tout début. Ces dernières semaines, on a assisté à plusieurs démissions, donc celle de Diaby Youssouf, anciennement porte-parole, et de Patrice Kouté, anciennement chef de cabinet de Blé Goudé, donc au profit de Laurent Gbagbo. Il semblerait qu'il ne soit plus en accord avec la vision politique de votre leader, donc Charles Blé Goudé. Comment vous vivez ces départs au sein du COJEP? Moi, je suis le secrétaire général du COJEP, mais au-delà, nous avons de nombreuses activités, de nombreuses préoccupations. Et moi, ce matin, j'étais au boulot, au travail, en train de réfléchir à comment faire pour que les Ivoiriens puissent être bien soignés, comment faire pour que, quel que soit le niveau social des Ivoiriens, ils puissent avoir accès à des services de santé de qualité. Et donc, c'est ce que je fais. Et j'ai appris, comme tout le monde, que Patrice Kouté... Il n'y a pas de séisme de votre côté? Non, C'est un non-événement? Je ne dirais pas que c'est un non-événement, parce que c'est des camarades avec qui Mais c'est nous quand même avons au profit travaillé. de Laurent Gbagbo, Oh, le père de votre leader. non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais une démission, on en prend acte. Très bien. Et le COJEP ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Et nous avons une administration. Et à l'heure où je vous parle, nous n'avons reçu aucune démission formelle. Oui. Nous en prenons acte. Et pas de commentaires, outre mesure. Très bien. Mais bon, il y a quand même une réalité politique, permettez-moi. Il y a une réalité politique, c'est vrai, on a parlé des liens, tout ça, mais la réalité politique, c'est que en ce moment, il y a un nouveau parti qui se crée. Et personne ne sera étonné de savoir que Blé Goudé, c'était quand même le soutien ou celui qui était un fervent partisan de Laurent Gbagbo. Qu'il ne soit pas cité aujourd'hui dans cette recomposition politique, ça pose question. Est-ce qu'on a raison de se poser cette question-là? Qui a été cité? Qu'on ne parle pas de Charles Blé Goudé dans la création, dans la recomposition de ce nouveau parti de Gbagbo. Est-ce que ça, on n'a pas le droit de se poser la question? Bon, il y a la liberté d'expression. Donc, ceux qui ont envie de se poser ces questions ont le droit. Oui. Ils sont libres de se la poser. Mais Mais Vous mettez pas les mots dans la bouche de l'invité, André. mais la réalité, c'est Allez-y, qu'il y docteur. a une fracture politique entre les ils deux sont camps ou libres de pas? se la poser. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le COJEP a des priorités. Ouais. Notre leader est hors du pays et nous sommes en train de nous organiser pour son retour. C'est le seul leader ivoirien qui est en ce moment hors de son pays. Et puis, cette question ne doit pas être vue seulement sous cet angle. Quand les gens l'évoquent, ils font beaucoup d'interprétations. Mais je vais vous dire quelque chose d'assez important. Cette question, il faut l'aborder sous l'angle humain, de façon humaine. Charles Goudé, il est un homme politique, un acteur politique, mais c'est un homme. Il a une famille, il a des enfants. Il a perdu son père pendant qu'il était détenu à la CPI. Il a perdu 3 frères, dont 2 en Côte d'Ivoire. La question que ses partenaires devraient se poser, c'est comment on fait pour qu'il soit là? Quel est le sort? Il vient comment? Il vient quand? Telle devrait être la préoccupation humaine. Quand vous dites ses partenaires, Oui, docteur, et- vous parlez de qui? Brice, C'est ça. Ben, vous aviez le mot. Allez-y. Ouais. Oui. Quand vous dites ses Ces partenaires, vous vous parlez parlez de de qui? Ses partenaires, vous les connaissez? Non, docteur. Le Vous êtes sur notre plateau, on vous écoute. Pour quelqu'un qui a été autant engagé auprès de Laurent, c'est vrai qu'on n'est pas obsédé par cette question, mais on a Oui. envie à un moment d'un devoir de vérité. Et Élisée l'a dit. Pour quelqu'un qui a été autant engagé, c'était le premier soldat pour la cause de Laurent Gbagbo. Et que humainement, comme vous le dites, il soit dans cette situation. Mais on est en droit de se demander, est-ce qu'il n'y a pas une fracture? Peut-être qu'elle est politique ou humaine, en tout cas, mais il faut qu'on nous dise quelque chose quand même, qui ressemble à la réalité, quoi. Vous parlez de quelle situation? Son adhésion? Non, le ou- fait qu'il soit dehors et... Oui, ça, on l'a abordé oui, déjà. parle pas. Ça, on l'a abordé déjà, mais là, je crois que vous êtes en train de parler de la question de son implication, ou bien de sa Politique, participation à la naissance d'un nouveau parti politique. C'est ça. Je vous rappelle que le COJEP lui-même est un parti politique. C'est ça.
Donc, je vois s'il y a des mutations internes. Vous avez parlé de mutations, je vous ai suivi tout à l'heure, de mutations au sein des partis politiques. Les partis politiques se réorganisent, il y a des plateformes qui naissent, il y a le RDR qui a mis en place le RHDP, il y a le PDCI qui a mis en place la CDRP, il y a le FPI qui a mis en place EDS, il y a le COGEP même qui a mis en place la voix du peuple, la coalition. Donc les partis s'organisent, ils ont leur stratégie, ils ont leurs objectifs, ils ont leurs ambitions, ils y travaillent. Mais sachez que lorsqu'il s'agira de se mettre ensemble avec n'importe quelle entité politique pour poser le problème des Ivoiriens, Charles Blé Goudé sera là. Mais au-delà du caractère humain dont je vous ai parlé, au plan politique, Charles Blé Goudé, il n'est pas l'alpha et l'oméga au COGEP. Il a une voix au COGEP. Tout puissant président qu'il est, il n'est pas un dictateur au sein du COGEP. Il va revenir, nous allons lui rendre compte. Et les militants vont se réunir, les organes vont se réunir, et tous les sujets seront débattus. En fonction de l'intérêt des Ivoiriens, nous prendrons nos responsabilités. Très bien. Alors, docteur, vous parliez tout à l'heure des alliances. On va regarder cet élément vidéo-là du président Charles Blé Goudé, relatif, cet élément vidéo-là, à la question des alliances. Les alliances politiques font partie du jeu politique, pourvu qu'elles se fassent sur la base d'une idéologie, d'une vision. Elles peuvent être aussi stratégiques. Parce que là, en ce moment où on l'a fait, on estime que nous pouvons, j'allais dire, mutualiser nos forces pour pouvoir avoir le pouvoir d'État. Mais avoir le pouvoir d'État est un fait. Utiliser ce pouvoir d'État pour impacter positivement la vie de nos concitoyens est une autre chose. Je suis pour que les alliances se fassent, mais sur la base saine et sur la base des valeurs. Et non sur la base de se mettre ensemble contre quelqu'un à qui on veut faire du mal. Vous l'avez dit vous-même, ces alliances ont souvent fait du mal à notre pays. Tout cela dépend de la formation politique et de la culture politique de ceux qui animent la scène de notre vie politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'on vient à la politique pour servir? Ou bien est-ce que l'on vient à la politique pour se servir? Je le répète, notre pays n'est pas n'importe quel pays dans la sous-région et en Afrique. C'est un pays qui sort d'une crise grave. Ce qui veut dire que chacun aura des efforts à faire. Ces efforts-là doivent se trouver dans notre comportement. Faire la différence entre les supporters et les militants politiques. Chaque parti politique devra former ses militants à la culture démocratique, mais surtout à la culture et à l'engagement citoyen. Je rappelle que c'est un extrait d'une interview que le président Charles Blé Goudé a bien voulu donner donc, à la rédaction de Live TV. Alors André, on parlait justement des questions des alliances politiques. Je crois que ça suscite beaucoup de réactions. Ça suscite beaucoup de réactions, mais très rapidement, est-ce que véritablement le COGEP peut avoir une existence hors du courant Laurent Gbagbo? Vraiment, est-ce que vous pensez que vous avez un avenir hors de la tutelle Laurent Gbagbo? Ce que vous dites là nous ramène à l'histoire même du COGEP, à la vie du COGEP, au parcours de Charles Blé Goudé. Je vous rappelle que le COGEP est né en 2001 et en tant que groupe de pression, il a défendu les institutions de la République de 2001 jusqu'en 2011 avant de se transformer en 2012 en mouvement politique et puis bien plus tard, une autre mutation transformant ce mouvement politique en parti politique. Ouais. Mais nous n'étions pas FPI. Donc, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de 2001. Donc c'est une vieille histoire. Est-ce une erreur dans ce cas-là de vous lier à ce point à Laurent Gbagbo? Élisée, vous avez une question, allez-y. Je vais juste renchérir rapidement. Élisée ira. Allez-y. Et pour en rajouter à la question de André, quelle est l'idéologie politique du COGEP? Vous voulez vous exprimer auprès des Ivoiriens, leur parler, mais c'est quoi votre idéologie politique? On peut en débattre pendant des heures, les questions d'idéologie. Oui. Mais vous savez, on va y revenir tout à l'heure, mais je voulais juste vous préciser que pour nous au COGEP, le plus important, ce n'est pas ces considérations théoriques. Nous sommes plus pragmatiques. Qu'est-ce que vous défendez? Et de ce point de vue, je vais vous rappeler un auteur, un philosophe, Claude Bernard, qui disait que la pratique sans théorie est aveugle et la théorie sans pratique est nue. Alors, du point de vue pragmatique,
Pour nous, la politique est faite pour l'homme. Nous militons pour le capital et que ce capital puisse servir l'homme parce que pour nous, il faut faire en sorte que tous les Ivoiriens, tous les citoyens puissent bénéficier des richesses de ce pays. Il y a des valeurs que nous défendons. Ces valeurs sont la justice, l'égalité, l'équité, le partage, la solidarité, et j'en passe. Mais cela dit, comme vous parlez d'idéologie, de façon théorique, le COJEP est un parti de gauche socialiste, mais plus précisément de la social-démocratie. C'est ça. Professeur, on va marquer une courte pause. Docteur, pardon, on va marquer une courte pause. Et vous retrouvez juste derrière pour la dernière partie de ce rendez-vous. Les débats s'animent, eh bien, vous nous regardez sur Live TV, les canaux sont 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Notre invité ce soir est le docteur Patrice Saraka. Je vous rappelle, il est secrétaire général du COJEP. Il nous fait l'honneur et l'amitié d'être en notre compagnie ce soir pour échanger sur la question de la vie du COJEP. Vous êtes porte-parole également du COJEP. Et puis on parle un tout petit peu, juste après la question de M. Élisée Bolougbo, on va aborder un peu les points, les questions de l'actualité sociopolitique dans notre pays. Monsieur Bolougbo. Ok, docteur, alors que le COJEP s'était mis aux côtés de l'opposition à l'orée de la présidentielle de 2020, on a été tous surpris que pendant qu'on préparait les législatives et qu'il était question de faire une coalition, le COJEP s'était retiré de cette coalition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux Ivoiriens qu'est-ce qui était à l'origine de la pomme de discorde? Et aussi, pourquoi, je ne dirais pas pourquoi, que répondez-vous à ceux-là qui pensent aujourd'hui que le COJEP tarde à s'associer à Laurent Gbagbo dans sa dynamique de création d'un nouveau parti politique, parce qu'il a encore en rancœur le fait qu'il n'ait pas été associé pendant les législatives. Pomme de discorde, s'il y a pomme de discorde. Voilà, si d'aventure il y a eu. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette discorde? Ok, vous parlez de deux choses à la fois. C'est ça. De notre implication, il y a quelques mois, au sein de la CDRP, initiée par le PDCI, et vous revenez sur la question du parti politique, du nouveau parti politique du président Laurent Gbagbo. Mais je pense qu'on a déjà largement abordé cette question du parti politique du président Laurent Gbagbo. Je vais cependant insister sur la première partie de votre question. On a dit suffisamment, on a adhéré, et je l'ai dit tout à l'heure, à cette plateforme par rapport à des objectifs, par rapport à des principes. Il fallait se mettre ensemble pour des élections libres et transparentes. Mais à un moment donné, nous nous sommes rendus compte, à l'approche de ces élections justement, que ce qui importait pour beaucoup de partenaires, c'était les questions de positionnement, ignorant même les autres partenaires, malgré leur profil. Beaucoup de partenaires, parmi lesquels EDS et le PDCI. Hein. Oui, parmi lesquels EDS et le PDCI, mais il n'y a pas que ces deux partenaires. Il y avait le COJEP et puis bien d'autres. Nous, on a estimé que nous étions là pour défendre les intérêts des Ivoiriens et on a senti qu'il y avait une déviation. On a préféré se mettre à l'écart pour que l'aventure continue sans nous. Brice a annoncé donc votre regard sur l'actualité politique de ce pays. Il y a un débat qui a cours en ce moment sur une éventuelle révision de la Constitution pour régler la question de la limitation d'âge. Le COJEP, c'est un parti jeune, j'imagine avec beaucoup de jeunes. Comment vous réagissez face à tout ça? Ça, c'est un mal ivoirien, malheureusement. Je voudrais vous rappeler que lorsque le président Ouattara arrivait au pouvoir, il y avait la Constitution de 2000 déjà qui courait. C'est ça. Et dans cette Constitution, il y avait la limitation d'âge. Ça ne dérangeait personne, ça n'a dérangé personne. Et puis, il y a eu le référendum de 2015, avec la nouvelle Constitution qui a été promulguée en 2016, qui revient sur la question de la limitation. Et aujourd'hui, vous évoquez que ce verrou devrait être débloqué. Vous voyez cette inconstance. On a le sentiment qu'on vote les lois en fonction des intérêts du moment. Or, la loi, surtout la loi organique, doit être impersonnelle. On doit légiférer pour la postérité et non pour des intérêts du moment. En France,
la dernière fois qu'il y a eu révision constitutionnelle, c'était pour la modernisation des institutions de la Ve République. Et c'était le 23 juillet 2008. Vous voyez? Et donc, quand il s'agit de ces questions d'intérêt national, alors il n'y a pas de problème. Ici, par rapport à l'idée que vous évoquez, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a les proches du président Laurent Gbagbo, les partisans du président Laurent Gbagbo, qui ont le sentiment que cette initiative est dirigée contre le président Laurent Gbagbo. Les partisans du président Henri Konan Bédié ont le sentiment que cette initiative est dirigée contre leur leader. Oui, mais docteur, s'il s'agit de légiférer pour la postérité, j'imagine qu'on ne va pas s'arrêter au cas de Laurent Gbagbo et de Bédié ou d'Alassane Ouattara. Donc pour vous, ça devait être une très bonne mesure, puisqu'il est bon que les jeunes soient ceux-là même qui occupent les postes de demain. Donc vous devriez être d'accord avec ça. Oui, la question, en fait, ce n'est pas de savoir si c'est bon ou bien si c'est mauvais. Ouais. Pourquoi des moments pairs, on est tous d'accord, et des moments impairs, les mêmes acteurs sont en désaccord? C'est là le problème. Mais est-ce que vous êtes d'accord ou non avec cette proposition de On n'a loi? pas à être d'accord ou pas. Ce que nous disons, c'est que nous voulons une société de valeurs, une société où on respecte la loi, une société où on ne modifie pas les règles du jeu selon les intérêts du moment. Une société où il faut renouveler la classe politique aussi? Oui, ça c'est naturel. Lorsqu'il y a des grandes crises, il y a toujours des mutations, il y a toujours des mouvements. Après la chute du mur de Berlin, vous avez vu que le monde est, qu'on appelle ça, bipolaire, est aujourd'hui un monde pratiquement unipolaire. Et la France, avec ses alliés, ont vaincu l'Allemagne, mais aujourd'hui, l'Allemagne et la France sont des partenaires. Et j'ai dit tout à l'heure que le RDR lui-même a initié le RHDP. Le PDCI a initié la CDRP, il y a cité pour le FPI et même pour le COGEP. C'est des phénomènes naturels. Cela ne devrait offusquer personne. Si nous parvenons à accepter que dans notre société, on peut avoir des avis contraires, sans qu'on ne fasse le bûcher de quelqu'un parce qu'il a un avis contraire, alors on aura fait un bond qualitatif en avant par rapport à notre démocratie. Parlons de votre agenda, vous. Vous avez annoncé, vous êtes focus sur le retour du président Blé Goudé. Est-ce que vous avez un agenda précis par rapport à ça? Comment vous allez dérouler justement votre agenda autour de cette question qui est quand même, vous l'avez dit, l'une de vos priorités? Oui, vous me donnez là l'opportunité de vous dire que déjà ce samedi 25 septembre 2021, nous organisons une cérémonie. Une cérémonie de présentation du comité du retour et du pagne du retour. Il y a un pagne. C'est un grand moment de fête, en fait. C'est un grand moment de fête, mais ça aussi, c'est au-delà de la fête. On ne va pas pour festoyer, on va pour montrer à la face du monde que pour le retour de Charles Blé Goudé, il y a un comité composite arc-en-ciel, parce que Charles Blé Goudé a dit que ce retour-là doit être placé sous le sceau du rassemblement. Lui, il a quitté le pays, il est allé à la CPI sur fond de crise, il veut revenir dans son pays sur fond de paix et de rassemblement. Charles Blé Goudé n'appartient plus au COGEP. Vous ne pourriez pas être désillusionné, parce que de l'autre côté, on avait mis un comité à l'époque, parce qu'on savait que c'était le 17 juin, on avait mis une date, etc. Mais là, vous n'avez pas de date et vous mettez en place, parce que c'est ça le sens de ma question, au moins, il faut qu'il y ait un agenda au moins clair. Oui, je comprends. Mais nous avons le sens de l'anticipation. C'est quand une femme est enceinte. Ah, ça m'interpelle. Ça vous interpelle? Oui. Vous avez commencé à faire votre trousseau? Continuez, oui. Alors, donc on se prépare, on n'attend pas que l'enfant soit là avant de se précipiter pour chercher. Mais on sait que ce sera dans telle semaine. Vous avez beaucoup d'espoir, on a beaucoup d'espoir. On a beaucoup d'espoir et on a dit encore que notre regard est tourné vers les autorités, que Charles Blé Goudé est le seul leader ivoirien qui, libre, bénéficiant de ses droits civiques, est hors de son pays, alors qu'il n'est pas. Il y a Sorogum. Oui, mais je parle de Charles Blé Goudé. Il ne bénéficie pas de ses voilà, il n'est pas apatride et il est libre, acquitté définitivement, il est hors de son pays.
Je ne saurais l'expliquer. Vous parlez, docteur, et malheureusement, Élisée, on termine avec cette question-là. Vous parlez d'agenda, vous parlez d'agenda et d'anticipation. Permettez-moi de vous suivre sur cette ligne. On sait que toute la volonté d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. Est-ce que M. Charles Blé Goudé se prépare pour les élections 2025? On termine là-dessus. Vous l'avez dit, hein, et c'est sûr de tout le monde, tout parti politique aspire à diriger, à conquérir le pouvoir et à le gérer. Mais nous avons tout à l'heure cité nos priorités. Nos priorités. Nous avons parlé du retour de notre leader, mais je n'ai pas parlé de la réconciliation. Vous étiez en train même d'évoquer notre offre politique. C'est basique. Ce diagnostic, nous l'avons fait dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, du transport, de l'agriculture, et nous avons des solutions pour les Ivoiriens. Mais ça, pour le mettre en œuvre, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait la réconciliation. C'est pour cela que notre priorité, au-delà du retour de notre leader, c'est le rassemblement des Ivoiriens. Nous voulons établir un pont dans toutes les ethnies. Docteur, il sera candidat ou pas en 2025? Nous sommes loin de 2025. Mais vous avez parlé d'anticipation. Oui, c'est en anticipant que je vous dis que je ne peux pas dire ça. Il pourrait se retrouver face à son mentor politique, Laurent Gbagbo. Il ne se retrouvera jamais face à son mentor politique, Laurent Gbagbo. D'accord. Ça, nous notons, hein, jamais. Jamais. La VAR est activée. Merci. Professeur Saraka, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle, vous êtes secrétaire général du COGEP et porte-parole également. Vous étiez en notre compagnie pour aborder la question de la vie du parti. Et j'ai dit professeur encore une fois, me signer dans le reste de docteur. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci, chers amis, Élisée, André et Edith Bourbleu. Merci d'avoir été en notre compagnie. Les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous on vous retrouve demain sur ce même plateau. Et entre-temps, vous avez rendez-vous avec l'instant PMU. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.